Alors, vous vous souvenez peut-être de GPT-3 qui en 2020 avait fait vraiment beaucoup de bruit. Et c'est une IA qui était entraînée, c'est un énorme réseau de neurones avec près de 175 milliards de paramètres et qui faisait qu'elle était capable de générer des textes. Et en partie pour nous, ce qui nous intéressera le plus, c'est par exemple, de générer du code à partir de langage naturel. Vous pouvez lui demander, par exemple, de générer un bouton, je sais pas moi, rouge sur fond blanc, etc. Bon, voilà, ça vous générait la partie CSS, HTML, CSS, mais il y avait également eu des expériences où on voyait qu'on demandait à l'IA de générer, par exemple, un bouton qui, quand on cliquait, incrémentait un compteur de 1, on voyait qu'en fait, le code généré ressemblait exactement à ce qu'un humain aurait pu créer. Je crois que l'exemple, c'était une application React. Eh bien, un an plus tard, cette IA, donc GPT-3, va refaire parler d'elle. Mais regardez bien, on va le rejouer. Vous pourrez taper dans VS Code un commentaire et l'IA va vous générer le corps de la fonction. Et quand vous regardez le résultat, c'est franchement bluffant. Si vous êtes allé en anglais, vous comprenez ce qui se passe. Sinon, je vous le traduis rapidement. Vous lui demandez dans le commentaire de déterminer si le sentiment d'un texte est positif. Et ceci en utilisant un web service. Ça, voilà, c'est la seule chose que vous avez tapé, c'est ces deux lignes de commentaire. Le résultat, elle vous crée une fonction qui s'appelle dispositive, et comme elle va utiliser un web service, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire qui dit consommation de web service dit asynchronie. Hop, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un async, on voit qu'il y a un await au niveau du fetch, donc elle utilise un fetch comme on l'aurait fait nous-mêmes, que ce qui est retourné, d'ailleurs c'est fortement typé parce qu'on voit que ça nous retourne une promesse de booléen. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise également une API, textprocessing.com, slash API slash sentiment, donc qui est visiblement en fait pour analyser le sentiment. Elle passe, comme on le fait nous-mêmes avec Fetch, un paramètre qui se trouve être qui indique quelle est la méthode qu'on va utiliser. On va faire du post, on va poster quoi, le texte qui a été passé en argument de ce texte-là, ce paramètre texte qui est attendu. On lui passe en payload le body, qui se trouve être le texte. Et en header, on explique que c'est du form URL encoded. Qu'est-ce qu'on reçoit ensuite une fois que, grâce au await, on attend la réponse et on la convertit en JSON et, on détecte si le label, visiblement c'est un objet qui a une propriété de label qui est retournée, si elle comporte positif ou négatif. J'imagine que l'opposé ce serait neg pour négatif. Ça commence à retenir l'attention des développeuses et des développeurs que nous sommes. Alors là on peut voir que c'est du TypeScript, d'où le typage fort, et ça marche également alors, vu l'extension avec Go, avec Python et avec Ruby. Alors ça va plus loin que l'autocomplete. Je vais peut-être sortir du dark mode, là, ça sera sans doute plus esthétique. Donc là vous pouvez voir que, je vais passer sur l'exemple en JS, je serai plus à l'aise avec ça. L'exemple bateau qui nous arrive régulièrement, c'est qu'à un moment donné, vous avez besoin de calculer le nombre de jours qui est entre deux dates. Qu'est-ce qu'on finit par faire? Généralement, on va jeter un œil sur Google ou Stack Overflow et on va trouver une fonction qui nous plaît bien et on va l'utiliser. Et là, vous pouvez voir que l'autre façon de pouvoir générer du code, ici on a vu que c'était à partir de commentaires, l'autre façon de générer du code, c'est en créant vous-même un nom de fonction. Alors vous connaissez la boutade qui dit qu'en programmation, les deux choses les plus dures, c'est de gérer un cache, gérer le cache, et l'autre chose la plus dure, c'est de créer des noms de variables pertinents. Noms de variables ou de fonctions. Donc là, vous aurez la tâche de créer un nom de fonction pertinent, et cette AI, je n'ai pas présenté son nom, c'est GitHub Copilot, eh bien c'est elle qui va, à partir de votre nom de fonction, vous générer le corps de la fonction. Alors qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas content du code généré? Vous avez un plugin pour Visual Studio Code qui vous permet de demander de générer une autre suggestion. Et puis sinon, après, si finalement c'était l'une des précédentes qui a retenu davantage votre attention, vous pourrez revenir sur la précédente et l'utiliser. Alors comment ça fonctionne? Comme je vous disais en intro, c'est basé sur un modèle qui a été pré-entraîné pour vous, basé sur GPT-3, et qui ensuite a utilisé, comme vous le savez, en intelligence artificielle, pour entraîner un modèle, lui fournir énormément de données. Or, nous, dans notre domaine, qu'est-ce qui est l'un des plus gros fournisseurs de code informatique? C'est Stack Overflow avec ses plus de 21 millions d'entrées, donc de questions, et puis ensuite toutes les réponses qui suivent. Il y a les repos GitHub, donc ça fait encore une bonne source de données pour entraîner le modèle. Mais là où ça va plus loin, c'est ce contexte. C'est-à-dire que le Copilot est capable de considérer votre propre code comme le contexte qui servira à orienter le code qu'il va générer, autrement dit, à créer du code qui ressemblerait le plus possible au vôtre. Donc c'est comme ça que je le comprends. Personnellement, j'ai postulé pour pouvoir essayer l'outil. Donc si vous voulez en faire de même,
Eh bien, il suffira d'aller sur Sign Up. Alors GitHub, qui a été racheté par Microsoft, c'est un autre indicateur de ce qui est en train de se produire, parce que Microsoft a vraiment mis énormément de billes l'année passée, je sais plus, enfin ça se compte en millions, c'est certain, et peut-être davantage, sur le projet GPT-3. On voit bien que ce qui est en train de se produire, c'est que ça va être un choc de titans entre Microsoft qui est en train de progressivement mettre la main sur GPT-3. Parce que le problème de ces algorithmes énormes qui ont des milliards de paramètres, c'est qu'en fait il faut une telle quantité de hardware que de toute façon vous ne pourriez pas, même à l'époque où c'était vraiment open source et gratuit, c'était GPT à l'époque de GPT-2, de toute façon vous n'auriez pas, avec GPT-3, les ressources matérielles pour pouvoir faire tourner un algorithme pareil. Déjà, ça le réserve plutôt aux entreprises. Et l'idée, initialement, il y a un an, quand on avait parlé ensemble, c'était que l'API soit accessible. Alors, je ne sais plus comment c'était proposé à l'époque. Est-ce que c'était une API sur laquelle vous auriez payé au nombre de requêtes, ou est-ce que ça aurait été un autre modèle économique? Là, ce qui est en train de se dessiner maintenant en 2021, c'est que c'est Microsoft qui est en train de plus en plus mettre la main sur le projet, sur tout son écosystème, hein, puisque GitHub, il s'appelle pas Copilot tout court, il s'appelle GitHub Copilot, et GitHub a été racheté récemment par Microsoft, donc vous voyez bien les mouvements qui sont en train de se passer. Qui est-ce qu'il y a comme gros concurrent à Microsoft? C'est les fameuses GAFAM. Il y a notamment Amazon, qui a son modèle d'IA. Genre c'est son nom, c'est Amazon Code Guru. Alors là, il y a au moins une chose qui est claire avec ce GitHub Copilot. Moi en tout cas ça m'a assis hein, quand j'ai vu ça. Bon, on va pas paniquer parce que on nous fait le coup régulièrement, tellement de choses qui sont censées nous faire disparaître, entre le no-code, les IA. Maintenant, c'est le télétravail, du fait que vient de plus en plus l'idée que de plus en plus d'entreprises se sont habituées au fait de télétravailler. Donc, qu'est-ce qui les empêcherait aussi de recruter des développeurs offshore? C'est le retour du offshore, finalement, qu'on est en train de nous annoncer aussi, qui coûterait beaucoup moins cher que des développeurs dans des pays riches. Voilà, on se retrouve pris entre un feu croisé, hein, entre ces trois menaces. Mais en fait, là, plutôt, ça va être un révélateur sur votre pessimisme ou votre optimisme. Donc si vous êtes optimiste, vous considérez que ce sera un outil de plus, un peu comme l'autocomplete, après tout, l'autocomplete ça ne nous a pas remplacé, ça nous assiste. Ou si on voulait faire la parabole avec d'autres domaines, hein, c'est ni l'ABS ni la direction assistée et autres qui ont remplacé les pilotes, ni le pilotage automatique, hein, ça n'a pas remplacé non plus les pilotes de ligne. Mais en tout cas, bon, si on voulait regarder filer cette métaphore, on peut comparer que par rapport aux années 70, dans les cockpits ils étaient 3, maintenant ils sont plus que 2. Donc il y a eu un certain degré d'automatisation, ça a quand même pour conséquence après qu'il y ait une certaine diminution du nombre de postes dans le domaine considéré. Mais bon, ça c'est le premier point. Autre point, si vous êtes optimiste, donc vous considérez que ce sera une aide au développement supplémentaire, vous savez bien que, je vous parlais de contexte tout à l'heure, est-ce que cette IA, à ce jour, va prendre comme contexte le fichier dans lequel vous lui demandez de vous assister, hein, celui dans lequel vous avez tapé votre commentaire ou le nom de votre fonction, ou est-ce qu'elle sera capable de prendre comme contexte un projet entier? Et si vous avez travaillé en poste, notamment dans des grands comptes, vous savez bien qu'il y a certaines applications qui comportent des milliers de fichiers. Donc est-ce qu'une IA pareille sera capable de prendre en compte un contexte qui ira au-delà du fichier? En tout cas, c'est pas annoncé, c'est pas écrit en toutes lettres, il y a de fortes chances pour l'instant ça ne le fasse pas. Mais bon, les choses peuvent aller assez vite dans le domaine. L'autre point qui pourrait nous rassurer, on sent bien qu'il y a de nouveau des tentatives de création de monopole autour des IA. Entre Microsoft qui a mis beaucoup de billes dans OpenAI, qui d'ailleurs maintenant porte mal son nom, hein, c'est la société qui est derrière GPT-3 puisqu'elle est plus open. Il y a déjà eu des précédents, notamment Microsoft qui a été condamné lourdement quand elle a utilisé sa position de dominance pour imposer son navigateur et son système d'exploitation. Est-ce que les autorités seraient plus rapides à réagir s'il y avait de nouveau des tentatives de création de monopole? Bon, on peut espérer que ça irait un peu plus vite. Et enfin, on se doute également que le métier de programmeur, c'est pas de taper du code, on fait bien d'autres choses avant. On commence par rédiger des cahiers des charges quand on fait de l'avant-vente, ça, l'IA n'est pas capable de le faire. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans certains cas, quand on doit interagir avec la maîtrise d'ouvrage ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour faire de la doc, pour prévoir des cas d'utilisation, pour faire énormément de tâches qui ne peuvent pas se remplacer comme ça. Donc on peut dire la partie du code. La partie code, c'est qu'une partie de notre travail. Donc même si cette IA était capable de manger un peu la laine sur le dos, sur la partie code, il reste plein d'autres tâches autour. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux pas rester bras ballants et se préparer plutôt à spécialiser sur des tâches qui ne sont pas facilement automatisables. Comme je disais, tout ce qui est architecture, sécurité, assistance à maîtrise d'ouvrage. Et les tests, vous me direz, les tests,
ils sont couverts également par cette IA. Pour les tests, c'est le même principe. Il vous suffit de taper un commentaire indiquant que vous voulez créer un test pour un composant que vous avez créé. Par exemple. En fonction du framework de test que vous utilisez, Jest par exemple, eh bien, le code de test correspondant sera créé. Alors l'autre point également positif pour nous, c'est que pour le code généré, c'est exactement le cas d'ailleurs. Quand vous utilisez du code sur Stack Overflow, vous relisez le code, et si vous allez voir sur les réseaux sociaux le retour d'expérience de développeurs qui ont déjà accès à GitHub Copilot, certains vous font remarquer que parfois l'IA fait plus que ce que vous lui demandez de faire, donc ce sera à vous de nettoyer le code en trop qui va vous faire des choses qui vont au-delà de ce que vous avez demandé. Donc ça aussi, c'est une phase sur laquelle l'intervention du développeur est incontournable. Donc ce qui pourrait plus réalistement se produire, c'est que sur des applications très standards, je sais pas, on vous demande de faire un simple site de e-commerce avec un caddie et un paiement avec Stripe ou PayPal, que très vite, au lieu d'avoir, je sais pas moi, 2 ou 3 développeurs qui seraient sur le projet, ben, un seul suffirait, épaulé par GitHub Copilot. Moi, c'est plutôt comme ça que je le verrais, simplement pour travailler plus vite à l'aide de cet outil d'assistance. Et ensuite, bah, s'assurer que le code peut être poussé en production. Je pense qu'à ce jour, personne ne fera confiance de A à Z à une IA pour pousser ensuite un code en production. Sur le versant pessimiste, si vous êtes plutôt du genre pessimiste, le fait que Stack Overflow a été vendu en juin 2021 pour presque 2 milliards d'euros, ça ressemble un peu aux gars qui commencent à quitter le navire avant qu'une comète s'abatte sur la planète des développeurs. Si on veut continuer sur la pente pessimiste, on peut considérer que là, on est en train de finaliser l'entraînement de cette IA, grandeur nature, pour qu'elle génère du code de plus en plus pertinent, ce qui fera disparaître certains postes de développeurs. Donc en riposte, ce qu'on pourrait faire, c'est pousser du code de merde sur GitHub et Stack Overflow pour que l'IA s'entraîne avec des données de merde. Mais bon, ça ne marcherait pas parce que, de toute façon, du code de mauvaise qualité n'aurait pas de vote positif sur Stack Overflow. Donc, comme c'est quand même la principale source de données, hein, on peut pas trop compter sur cette technique. L'autre stratégie, ce serait de commencer à acheter des actions Microsoft, parce que si les choses se passent comme prévu pour eux, le cours de l'action Microsoft va monter, donc avant de se retrouver lourdé, autant en profiter et gagner sur l'autre tableau qui serait sur les actions Microsoft. Mais bon, là, c'est plutôt une boutade, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ce qui s'annonce plutôt, ce sera un outil d'assistance. Donc n'hésitez pas à le tester, à faire des retours d'expérience. Moi, j'en ferai. Dès que j'aurai reçu mon autorisation, je commencerai à jouer avec. Je vous ferai une petite vidéo de retour. Alors dites pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez ça plutôt d'un œil assez optimiste et détendu en disant voilà, c'est un outil de plus, un peu comme nos IDE qui sont énormément perfectionnés, ça nous a aidé plus que ça nous a desservi, que des choses comme l'autocomplete, tout ce genre d'assistance finalement, ça nous a plutôt servi que desservi, ou si vous considérez que ça commence à être quelque chose un peu inquiétant pour les développeuses et développeurs que nous sommes. Je vous renvoie sur les 2 vidéos de l'année passée qui portaient sur GPT-3, et sinon on va continuer à vous perfectionner en dev, hein. Les choses en tout cas sont encore très positives pour nous, comme toujours avec des vidéos sur Angular d'1h30, sur Vue 3 d'1 heure, et sur les React Hooks. Également, c'est une playlist qui est à votre disposition ici même. I am Kiex, si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.